Vous savez, ma femme était en prise avec l'alcool. Elle perdait la tête. Elle vivait recluse. Elle était négligée. Elle devenait paranoïaque. Elle buvait dès le matin, au petit déjeuner, quand les enfants étaient partis à l'école. Je l'ai déjà vu mettre de l'alcool dans son café. Elle m'humiliait fréquemment et souvent en public. Elle se moquait de moi. Des désirs d'ordre sexuel qu'elle n'accomplissait pas avec moi. Elle me comparait à son premier mari, qui était bien meilleur. Elle vivait recluse. Toute la journée, elle buvait. Elle se moquait de moi. Elle m'a menti dès le début. Elle ne m'a pas dit pour sa syphilis tertiaire non traitée, contractée par son premier mari et cachée pendant 18 ans. Elle a fait pression sur moi pour qu'on se marie en prétendant faussement qu'elle était enceinte. Puis elle a insisté pour qu'on se marie dans le Maryland. Et dans cet état, il n'y avait pas de test de syphilis prénuptial obligatoire. À partir de 69, sa santé s'est détériorée progressivement. Les médecins m'ont dit la réalité. Recluse et négligée, paranoïaque, méchante. Sa syphilis, son alcool, sa demande sexuelle, sa transformation physique. Je me souviens d'une fois, en fin de journée, j'étais rentré plus tôt. Elle était dans le salon, assise sur le canapé. J'étais dans le fauteuil. Je la regardais attentivement. J'aurais pu la tuer, l'étrangler sur place. Elle ne s'est jamais doutée de rien. Mais je ne pouvais pas. Il y avait les enfants. Je ne pouvais pas leur faire ça. Je devais le faire avec eux et pour eux. Niché sur la plus haute colline de Westfield, dans le New Jersey, se dressait autrefois, sur un domaine somptueux, un manoir de 19 pièces, connu pour sa splendeur architecturale. Construit en 1896 par Joel Samuel Augustus Wittke, un immigrant allemand industriel. Il construit donc un havre de paix familial et un centre social
pour les émigrés allemands du quartier, reflétant son statut important dans la ville, symbolisant la richesse et l'élégance dans la communauté. Présenté comme une famille rigide, en ayant des goûts luxueux, il entra au manoir en 1897. Un véritable spectacle, ce manoir d'architecture néocoloniale, l'extérieur blanc accentué par des volets vert foncé et une fenêtre palladienne classique offre une symétrie visuelle spectaculaire, admirée par toute la ville. Le porche met en valeur l'entrée, qui nous invite dans un monde d'opulence et de goût raffiné. L'intérieur de la maison est doté d'un parquet de chêne, témoignage du savoir-faire de l'époque. 10 cheminées, certaines construites en marbre et d'autres en teck, sculptées à la main. Une maison luxueuse. La maison comprenait non seulement une multitude d'espaces de vie, tels que 2 salons et une majestueuse salle à manger, mais également une grande cuisine dotée d'un garde-manger, de majordome et d'une buanderie. 3 étages. 5 salles de bain. L'un des joyaux du manoir était la salle de bal, une grande extension construite en 1905, mise en valeur par une lucarne en vitrail vert clair qui baignait la pièce d'une lueur sereine. Cet espace à l'origine était un temple des arts, abritant la précieuse collection de peintures et de livres de M. Whittaker. Et c'est ici que la famille a célébré des événements importants, comme le mariage de la plus jeune de la famille, en 1906. Le grand escalier qui divisait impérialement au sommet et la vaste cour bien aménagée reflétait la passion de la famille pour le jardinage et les grands divertissements. Cependant, la maison n'a pas été à l'abri de tragédies et de scandales. Tout commence en 1908, avec la maîtresse de maison qui est attaquée par une employée de maison. L'altercation est violente, injures et coups. La maîtresse de maison est sauvée par un autre employé. La police arrive. Phoebe Whittaker s'en sortira. Et les années passent. Le 15 janvier 1929, elle décède dans le manoir. Elle décède dans son sommeil à l'âge de 85 ans. Le 28 mai 1936, le patriarche tombe dans les escaliers, majestueux. Il meurt quelques heures plus tard, à l'âge de 90 ans, et le manoir entre dans une première obscurité. La lignée Whittaker diminue avec le départ du dernier membre de la famille au milieu des années 50. Le manoir se ferme et attend son prochain chapitre. Il restera fermé une dizaine d'années, visité parfois un peu trop cher, avant que les procédures arrivent à terme et que la demeure trouve ses nouveaux occupants en 1965. Une famille qui n'était pas au courant de toute l'histoire, riche et parfois ombragée de la maison. L'année 69, Hélène est hors de contrôle.
Elle me reproche de ne plus la toucher. Comment pourrais-je, avec sa syphilis? Je la méprise et elle le voit. Chaque matin, c'est la même routine. Je pars à la gare, comme si j'allais au travail. L'argent commence à manquer. Et le manoir devient oppressant, vide, sans clarté. Les enfants grandissent. Hélène donne toujours raison à Patricia. Les deux femmes de la maison s'éloignent de la religion. Patricia me fait honte. Elle se rapproche de Satan dangereusement. Et moi, je me rapproche du précipice. La nuit. Je suis le seul à savoir. Je dors mal et fais des mauvais rêves. J'ai toujours froid, malgré les cheminées et le chauffage central. Parfois, j'entends du bruit dans la maison. Quelquefois, j'ai même vu une ombre, une brume, une forme dans l'escalier. Je n'en parle à personne. Et parfois j'imagine même l'escalier plus grand la nuit que le jour. Je rêve de la cuisine, je ne sais pas pourquoi. Je ne pense à rien et à tout. Les enfants me parlent, Hélène me parle. Son visage se déforme la nuit. Elle boit derrière les rideaux de la chambre. Elle boit, elle fume. La maison est vivante. Elle m'observe. La salle à manger m'observe. Je ne dors plus. Je suis né en 1925 dans le Michigan, à Bay City. De mon père, germano-américain John Frederick Litz, décédé en 1944, et de mère, Barbara Florence. Mon père était un fervent luthérien et professeur d'école du dimanche. Je suis diplômé de l'école en 1943 et je m'enrôle pour l'armée au service technique des laboratoires. Mon père décède en 1944. En 1946, je m'inscris à l'université du Michigan et j'obtiens le baccalauréat de l'administration des affaires. En novembre 1950, alors que la guerre de Corée s'intensifie, je suis appelé pour les services actifs en Virginie. C'est là où je rencontre Hélène. Elle est veuve d'un officier d'infanterie tué au combat en Corée. Je vivais à proximité. Elle-même vivait avec sa fille Brenda. Elle me plaisait. Elle était joyeuse, pleine d'entrain, malgré son veuvage. Je ne savais pas encore, mais elle buvait déjà à cette époque. Je me marie le 1er décembre 1951 dans le Maryland, à Baltimore, et je déménage dans le nord de la Californie. À la fin de mon service, nous déménageons dans le nord de la Californie. Après avoir terminé mes 2 tournées en 1952, je travaille pour un cabinet de comptable à Détroit. Puis, quelque temps plus tard, par chance, je deviens superviseur d'audit dans une entreprise de papeterie à Kalamazoo. C'est là où sont nés nos 3 enfants. En 1959, je suis devenu superviseur général du service de comptabilité de l'entreprise. En 1960,
C'est à cette époque que ma belle-fille, Brenda, quitte la maison pour se marier. Je n'ai jamais été proche de Brenda. Elle ne m'a jamais aimé non plus. Pourtant, je me suis occupé d'elle. Peut-être qu'elle était jalouse de nos 3 enfants, de ses demi-frères et sœurs. Et à cette époque, une opportunité s'offre à moi. Prendre un emploi chez Xerox, dans la ville de Rochester, dans l'État de New York. Et je deviens finalement directeur des services comptables dès 1963. En 1965, j'accepte un poste de vice-président et contrôleur dans une banque de Jersey City, dans le New Jersey. J'ai répondu à une annonce. Le salaire est important. Je décide donc de déménager. Après quelques visites, je découvre une annonce. Une annonce d'un manoir victorien de 19 pièces, situé au 31 Hillside Avenue à Westfield. Breeze Knoll, le manoir, vendu pour la somme de $50 000. Je visite la maison et je la trouve victorienne, justement. Je décide de passer par ma banque pour faire un crédit et j'obtiens le prêt. Et nous emménageons en septembre 65. Un manoir, 3 enfants, vice-directeur d'une banque. Le rêve américain. La chance nous sourit, mais l'excitation passée de la première année amène à quelques questions et quelques angoisses inconnues pour moi. Je me sens oppressé par ma femme, les enfants, le travail et peut-être le manoir. Quelques problèmes légers commencent à s'accumuler au travail. Des bruits de couloir. On me trouve antipathique, voire lunaire. Et la banque ne va pas très bien. Moins d'1 an après mon parachutage à la banque fait faillite. Je suis licencié. Nous sommes en septembre 1966. Et c'est là que ma longue dérive commence. Je décide de n'en parler à personne et ne changerai pas mes habitudes. Chaque matin, je ferai comme si je partais au travail. Dans un premier temps, je erre dans la ville, mais je comprends que ça ne pourra pas durer. Je me retrouve attiré comme un aimant à la gare. Et c'est là où je vais passer le plus clair de mon temps. En lisant le journal, en buvant un café, en observant le monde qui passe. Parfois, je relève des annonces. Je téléphone. Même, j'envoie un courrier. Mais en général, je ne me déplace pas au rendez-vous. Je suis comme sidéré. Toutes les après-midi se ressemblent. Je fais attention à ne pas croiser d'anciens collègues ou des voisins. Reste le problème de l'argent. Par chance, ma femme ne s'occupe pas des comptes. Elle n'a pas la procuration. Par contre, j'ai la procuration du compte de mère. Comme je suis le comptable de la famille, je m'occupe de tous les comptes. Comme ça, je pourrais peut-être gagner du temps. Mais jusqu'où? Et quand? 6 mois, 1 an, 4 ans?
Pendant 3 ans, je cache cette vérité. En 1969, Hélène est au plus mal. Elle délire, devient méchante et paranoïaque. Elle s'éloigne de la religion. Elle devient aveugle. Hôpital, médecin, diagnostic, syphilis. Stade avancé. Voilà la vérité. Printemps 1969. Sûrement un déclic. J'ai mal dormi. C'est aujourd'hui ou jamais. Je me réveille dans la chambre. 6 heures. Je me lève comme un robot et me dirige dans la salle de bain. Toilette sommaire. Je me brosse les dents. Je me rase et j'ajuste mes lunettes. Je me regarde dans la glace. C'est la dernière fois avant longtemps. Étrangement, le temps est ralenti. Je prends mon temps. 7 heures, j'entends les enfants s'agiter. Je n'ai pas envie de les croiser. J'attends. 7h30, 7h45. Les enfants quittent la maison. Je me retrouve seul. Je sors de la salle de bain. J'emprunte l'escalier central, le corridor. Je passe devant la cuisine. Je vois Hélène dans la cuisine, de dos. Elle est de dos. Elle ne semble pas m'avoir vu ni entendu. Je me faufile jusqu'à l'entrée. Je sors sous le porche. Je me dirige vers la voiture. J'ouvre la voiture. Je rentre dedans. J'ouvre la boîte à gants. Et je prends le chargeur de mon 9 mm que je charge. Je referme la boîte à gants. Le temps semble être arrêté. Je sors de ma voiture. J'arrive devant la maison. J'ouvre la porte. D'un pas décidé, je traverse le premier couloir, puis le second, jusqu'à la cuisine. Interminable couloir. Hélène est de dos. Elle ne m'entend pas. Je ne sais pas ce que je fais. Mais je vais le faire. Comme un robot. Je suis concentré et je suis absent. J'arrive dans la cuisine. Elle semble manger des biscottes. Je pointe mon arme. Je tire dans la tête directement. Le bruit et l'odeur de la poudre. Désarticulée comme une poupée. L'odeur du déjeuner. Pour quelques instants, tout semble figé. Et tout s'apaise. Au bout de quelques instants, je reprends mes esprits. Le sang se met à couler. La matinée ne fait que commencer. À reculons, je quitte la cuisine et fais demi-tour. Je me dirige sur l'escalier central et je monte marche par marche jusqu'au 3e étage. Le grenier. Je ne sais pas ce que je fais, mais je le fais. Je pousse la porte et j'entends au loin mère qui me dit « Quel est ce bruit ?»
Je ne dis pas un mot. Je traverse le corridor et je l'entends se rapprocher de moi. Je ne sais pas ce que je fais. Je tends mon arme. J'avance dans le couloir. Et me voilà en face. Sans réfléchir, je tire dans la tête, sous l'œil. Elle n'a pas eu le temps de penser ou de voir. Elle s'écroule. Le bruit et l'odeur de la poudre. Je ne regarde pas. Je fais demi-tour immédiatement et emprunte à nouveau le corridor jusqu'à l'escalier central. Je descends à la cuisine. Je cherche un tapis. Je n'y ai pas pensé sur le moment, mais maintenant j'y pense. Un tapis. Je dois nettoyer. J'ouvre la porte de la cuisine. Hélène est affalée. Il y a du sang de partout. Je me dirige dans la buanderie. Je cherche un balai serpillière, un seau. Je dois nettoyer. Je trouve le balai serpillière. Je remplis le seau. Et je retourne à la cuisine. Je pose mon seau à terre. Et me dirige vers le corps d'Hélène. Je le pose à terre. Dans la buanderie, je vais chercher une couverture. Et j'enroule Hélène dans la couverture. Puis je traîne la couverture jusqu'à la grande salle. Je tire le rideau. Et je retourne à la cuisine. Et je commence à nettoyer. Je ne sais pas ce que je fais. Je dois nettoyer. Il est 9h du matin dans la cuisine du manoir. Je vais chercher une couverture. 9h30, j'ai fini. Direction la banque. Je vais fermer le compte de ma mère. L'épargne, pour être plus exact. J'ai la procuration. $2500. Je passe devant la poste. J'envoie un courrier à l'école. J'explique que les enfants ne seront pas là pour quelques semaines. Nous rendons visite à la mère de ma femme qui est malade. Je ne sais plus quand j'ai écrit ce courrier. J'ai la procuration. 11h30. Je rentre au manoir. Je retourne à la cuisine. Je ne vais pas dans la salle à manger. Je ne monte pas à l'étage. Je prépare le repas du midi pour les enfants. Cette matinée du 9 novembre 71, dans la cuisine, pour quelques instants, je ne pense à rien. Le silence m'envahit. Dans mes yeux, je vois le sang. La maison est froide. Je viens de tuer ma femme et ma mère en moins de 10 minutes. Il est 13h. Les enfants vont revenir de l'école. Dans moins d'une heure. Patricia arrivera la première. Je suis juste derrière la porte. Elle ne me voit pas. À peine rentrée, je me faufile derrière elle et je tire sans regarder. La mâchoire arrachée, à demi arrachée, elle s'écroule comme une poupée désarticulée. Le bruit
et l'odeur de la poudre. Elle a peut-être juste eu le temps de regarder la table dressée. Pour le repas du midi, elle n'a pas eu le temps de penser. Je réfléchis aux couvertures. Je pense au sac de couchage dans la buanderie. Je pose Patricia sur le sac de couchage et je traîne le sac jusqu'à la salle à manger. Je remarque qu'elle porte un jean. Depuis quelque temps, j'avais des gros problèmes avec Patricia et son idée obtue de devenir actrice et de s'éloigner du bien, de se rapprocher de Satan. Je reviens dans la cuisine. Je dois nettoyer. Je prends le seau, le balai serpillière, de la lessive. Dans moins d'une heure, Frédéric va rentrer. La maison est froide, silencieuse. Je ne pense à rien. Je viens de tuer ma mère, ma femme et ma fille. Frédéric arrive à 15h. Il rentre par la cuisine comme sa sœur Patricia. Je l'attends dans l'obscurité derrière la porte. C'est plus facile. Il n'a pas eu le temps. Je lui tire une balle dans la tête. Derrière, il n'a rien vu. Il s'écroule comme un pantin désarticulé. Froid. Je ne pense à rien. Seulement de le poser sur la couverture et de le traîner dans la salle à manger, derrière le rideau. 1, 2, 3. Mère à l'étage. Le rideau de la salle à manger. Une barrière entre la vie et la mort. Je n'y retourne pas. Non, pas maintenant. Dois-je attendre John Jr. ou aller le chercher au collège? Un match. Bravo mon fils. Le match était super. Tu t'es bien débrouillé. Rentrons à la maison. Je suis fier de toi. Sur la route, je suis nerveux. J'ai l'impression qu'il essaie. John me raconte son match. Je l'écoute à moitié. Je pense déjà à la cuisine. J'ai besoin d'une autre arme. Je ne le regarde pas. J'ai l'impression qu'il se doute de quelque chose. Nous arrivons dans le parc, sous le porche, et très vite dans la maison. Il entre en premier dans la cuisine et pose son sac. Il se retourne. J'ai à peine le temps de sortir mon arme et de tirer. Loupé à moitié. Je ne le regarde pas, ou si peu. Je ne sais pas s'il crie. J'observe son regard. Je suis à 1 mètre de lui, en face. Je tire le plus vite possible, désordonné. John ne veut pas mourir. Il se débat. Le plus difficile, en plein visage. Plusieurs fois. 1, 3, 5 fois. Plusieurs fois, en plein visage. Le plus difficile. Il tombe, désarticulé, dans l'incompréhension la plus totale. Il n'a pas eu le temps de comprendre. Il a juste eu le temps de poser son sac
et de ne pas vouloir mourir. Comme un automate, je pense déjà au seau, au balai, à la lessive, à la couverture, nettoyage. Cette fois, je traîne John par les bras jusqu'à la salle à manger. Je n'ai plus rien à cacher derrière le rideau. Je le dispose à côté de ses frères et sœurs. Je fais plusieurs prières. La maison semble froide. Une sensation. Le salon. Et je retourne dans la cuisine. Nettoyage. J'accomplis une mission. En moins de 8 heures, j'ai tué toute ma famille. Comme un bon soldat. Sur le théâtre des opérations. Dans la cuisine, j'ai faim. Je mange de bon appétit. Même si ce repas est le premier repas que je mange seul, je ne pense à rien. Je mange. Ce repas, je l'avais préparé pour les enfants. Voilà à quoi je pense. Non, je ne veux pas aller dans la salle à manger. Je veux manger et nettoyer la cuisine. Mettre la vaisselle dans le lave-vaisselle. Après manger, j'écrirai une lettre au pasteur Reilke. Il faut que j'explique l'impensable. J'ai déjà froid. Dans le bureau, je dépose les armes dans le casier ouvert. Je commence la lettre pour le pasteur, si longue, mortifère. Je décide de la laisser sur mon bureau et dépose les clés de l'arrière de la maison, bien en vue. Quelques instructions. Je reste quelques instants devant cette lettre qui explique tout. Enfin, je le crois. J'emprunte les escaliers pour rejoindre ma chambre. J'éteins toutes les lumières. Je ne pense à rien. J'arrive dans ma chambre. Une fatigue m'envahit. Soudainement, je sommeille. Dans mes dernières forces, je retire mes vêtements et me couche dans ce lit froid et vide. Je relève la couverture et m'endors aussitôt. Pour la première fois depuis 5 ans, je vais bien dormir. Dans cette maison froide. Je sais que je dois quitter la maison. Mère est au-dessus de moi, au grenier. Hélène et les enfants au-dessous de moi. L'équilibre froid. Je vais quitter la maison, je sais bien, mais où aller? Je ne pense à rien. Je dors jusqu'à 8 heures d'un trait. Et malgré ce sommeil réparateur, je me réveille oppressé. La maison semble si froide, comme jamais. Les murs plus gris. J'ai peut-être rêvé d'un fantôme cette nuit. Je ne sais pas ce que je fais. Je me lève et prépare une valise. Une petite valise, le minimum. Je la dépose sur le lit et me dirige vers la salle de bain. Soudain, je pense à la salle à manger. J'ai peur. Il me vient l'idée que j'allumerai toutes les lumières avant de partir. En sortant de la salle de bain, je ne me retourne pas. Je récupère ma petite valise. Je sors. Escalier, corridor, escalier, cuisine. Et je me prépare un café. Tout est calme. J'allume la radio sur l'interphone. Je choisis la station de New York, classique et religion. Grâce à l'interphone, la radio résonne sur les 3 étages.
Il faudra bien purifier tout ça avec le son et la lumière. Il ne faudrait pas déranger ce repos éternel. Je finis mon café et en un instant, je me retrouve devant le rideau. Le rideau de la salle à manger, la salle froide. Il est clair que je dois baisser le chauffage, thermostat à 10 degrés. Je tire le rideau, pénètre dans l'obscurité et ne regarde pas sur la droite. Le froid vient de là. Je le connais. J'avance tout droit sur la climatisation. Avec l'hiver qui arrive, cela descendra sûrement à 5 degrés dans la nuit. Comme un frigo. C'est le minimum pour une maison. La radio et la lumière dissuaderont les curieux et ne dérangeront pas le repos éternel. Cette salle est si grande qu'elle ressemble à un tombeau sacré. Je fais une prière. Soudain, la radio résonne par l'interphone, comme un signe. Je dois sortir. Adieu. Je récupère ma mini-valise et arrive déjà dehors, le porche de la maison. C'est la dernière fois. Adieu. Adieu. J'écorche le jour et entre dans les ténèbres à tout jamais. Je prends ma voiture, démarre et sors du jardin. Je ne croise personne cette fois. Je vais tout droit, direction l'aéroport de New York. Je ne pense pas prendre l'avion, juste déposer la voiture sur le parking et repartir dans l'autre sens en prenant le bus. Direction la gare centrale. Je n'ai pas encore fait le choix. J'arrive dans la grande salle. Je regarde les tableaux de départ. Premier départ, dans le Michigan. C'est au début de 1972 que je m'installe à Denver et accepte un emploi de comptable sous le nom de Robert Peter Bob Clark. C'est un ancien ami à moi. Personne ne me cherchera là-bas. Denver, un aller simple. 24 heures de voyage vide et tremblant. J'arrive à Denver et je loue une chambre dans un motel pour une semaine. Je suis épuisé, traqué. Je reste discret, cloîtré. Et déjà, au début de l'année 1972, à peine 3 mois après le manoir, j'accepte un emploi de comptable sous le nom de Peter Bob Clark. Et puis, de 79 à 86, je suis contrôleur chez un fabricant de boîtes en papier à l'extérieur de Denver. C'est lors d'un rassemblement religieux que je rencontre une employée de l'armée nommée Dolores Miller et je me marie avec elle en 85. En 1988, nous déménageons dans une maison dans le quartier de Browns Deer Mill, en Virginie. J'utilise toujours le nom de Bob Clark. J'ai repris le travail de comptable dans un petit cabinet comptable de la ville. Je ne pense à rien, sauf la nuit, seul. Je vois tout. Et j'aperçois parfois les fantômes du manoir. Mais avec le temps, j'oublie. Parfois, je m'étonne de ne plus penser à eux dans cette maison froide. Tout semble paisible. Mai 1989, je me sens bien. Je travaille. Dolores m'accompagne. Et nous habitons en Virginie, dans le quartier de Browns Mill. Cette semaine, je m'occupe du covoiturage. J'arrive à la maison assez tard, 22h. Dolores regarde une nouvelle émission, une émission criminelle, America Most Wanted.
Je prends l'émission en cours. L'émission présente un buste en argile vieilli d'un artiste légiste, Frank Bander. Ce buste ressemble énormément à moi. Dolores me regarde et d'un air amusé, elle me dit « Il te ressemble beaucoup ». Je ris. On parle de moi. Cela fait 18 ans. Cette nuit-là, je dors mal. Tout me revient en mémoire. Le 1er juin, moins de 2 semaines après l'émission, il m'arrête. Je suis arrêté au cabinet comptable de Richmond, après qu'un voisin de Denver ait reconnu la description et alerté les autorités. Me voilà dans de beaux draps. La police me ramène dans le New Jersey. Ils me confrontent à des preuves, mais ce n'est pas assez. J'explique donc qu'ils se trompent. Et puis, avec la fatigue et les empreintes digitales, le 16 février 1990, j'avoue être John List. Dolores est effondrée. Je vais pouvoir expliquer peut-être mes difficultés financières, la syphilis de ma femme, son alcoolisme, ma fille. Et le 12 avril 1990, je sens qu'en raison de mon état mental à l'époque, je n'étais pas responsable de ce qui s'est passé. Mon jugement a été altéré par un trouble de stress post-traumatique dû à mon service militaire. Quant à ma lettre écrite pour le pasteur, elle n'est pas recevable en tant que preuve. Cette lettre était tout à fait privée. Je regrette mon acte et je prie pour obtenir le pardon. Je décède à l'âge de 82 ans, 2008, dans le New Jersey. Je suis, pour la presse, le croque-mitaine de Westfield. Sacré personnage, ce John List, qui effectivement tua toute sa famille le 9 novembre 1971. Alors John List a quitté son travail, ou du moins licencié, en 66. Ça fait 4 ans en fait qu'il ne rentre pas de salaire. Et les intérêts de son crédit courent. Il va perdre la maison. Alors, il aurait pu se mettre au chômage, faire une demande d'ailleurs sociale. Il ne le fait pas. Il ne va pas avoir honte. Il a un problème aussi majeur avec sa fille, Patricia, qui est en train de se libérer du carcan familial. Hélène, problème d'alcool, la syphilis, les mensonges. Il y pense à partir du mois de... Enfin, à la rentrée. Il expliquera plus tard. Et puis, en novembre, il a l'occasion de le faire. Alors les meurtres ont été découverts le 7 décembre, près d'un mois plus tard, parce que les voisins ont vu la maison pendant un mois allumée, toutes les pièces, et puis petit à petit, les ampoules ont craqué, et donc la police est intervenue. Ils sont passés par un soupirail, il faisait très froid, une musique classique qui résonnait, et dans la pénombre, ils ont découvert les corps. Dans un premier temps, il est parti du New Jersey pour le Michigan, puis dans le Colorado pour s'installer à Denver. Plus tard, il est revenu dans la Virginie, qu'il connaissait déjà, après qu'il ait rencontré sa future femme. Alors, il est arrêté en 89. Il a vu l'émission, une partie de l'émission. Il expliquera plus tard qu'il s'est reconnu. Et qu'à partir de ce jour-là, il y a eu tout lui revenait en mémoire. Et pendant ces années où il s'est caché, il
il était étonné aussi de ne plus penser petit à petit à sa première famille. Et c'est son arrestation qui a ramené à sa famille, quoi. Alors, chose étonnante, pendant 6 mois, il n'a pas reconnu qu'il était John List. Et puis, les preuves accablantes, les empreintes, ont eu raison de lui. Il a été obligé d'avouer. Mais alors, quand même, pendant son procès, il fait appel plusieurs fois, puisque pour lui, il expliquera comme ça, je sens qu'en raison de mon état mental à l'époque, je n'étais pas responsable de ce qui s'est passé. Le juge ne va pas le comprendre comme ça. Il va faire appel. L'appel va être rejeté. Et c'est avec en 2002, dans un interview, qu'il commence un peu à regretter son acte et à essayer d'obtenir le pardon. J'aurais aimé ne jamais avoir fait ce que j'ai fait. Il expliquera qu'il ne s'est pas suicidé parce que, comme il est croyant, le suicide l'empêchera d'aller au paradis pour rejoindre sa famille. Il décède le 21 mars 2008. On l'appelait le croque-mitaine de Westfield.